Quand on rentre dans nos lieux, on sait qu'on est tous ensemble et que certains ne marchent pas alors qu'ils devraient compte tenu de leur âge, d'autres qui ne parlent pas, d'autres qui ont des comportements bizarres et d'autres qui ont des comportements plus habituels. Nous, dans notre métier, on n'a pas décidé de s'occuper particulièrement d'enfants handicapés, on a décidé de s'occuper de jeunes enfants. Et comme on est dans une société pour qui c'est pas évident, on a décidé de réserver une place sur 3 à des enfants handicapés. L'accueil des enfants sur quelques années, c'est quand même un moment passerelle. Et ce temps-là, il est vraiment nécessaire pour grandir, pour apprendre à vivre avec les autres. C'est un lieu où les enfants se forgent une estime d'eux-mêmes qui va faire que ça va les rendre plus forts pour affronter ce qui va se passer après. L'estime de soi, elle se construit jeune. Qu'on soit handicapé ou non, l'important, il n'est pas là. L'important, il est que l'enfant, à travers le regard qu'on va avoir sur lui, il va se construire à travers ce regard. Ça va avec ça? Tu les touches un peu, tu les regardes, tu les manipules. Il est où le jaune? Il est où le jaune, là? Tu m'as montré du vert, c'était ça, du vert. Ouais. Alors, trouve-moi du jaune en feutre. Allez. Allez. Et regarde ce que tu fais, toi. Je voulais vraiment avoir un enfant, comme toutes les femmes. J'ai décidé de faire un enfant et le papa était d'accord. Voilà, la grossesse, ça s'était très, très, très bien passé. Il n'y avait pas de problème. Tout était nickel. Mais quand il était né, oh là là, c'était un cauchemar, on peut dire ça. La première période, vraiment, elle était très, très difficile. Parce qu'on a un bébé qu'il faut soigner, mais on n'a pas un bébé comme tous les parents qu'on apprécie quand il a 3 mois, il commence à bouger, à jouer. Nous, il était tout le temps fatigué, il n'était pas là. C'est vert, ça? Et c'est vrai qu'il y a des enfants pires que mon fils, mais surtout c'est le premier enfant qu'on a eu, c'est pas comme ça qu'on a imaginé. On a imaginé qu'on va avoir un beau garçon, un bon enfant, comme tous les parents, on va l'apprécier. C'est vrai qu'on aime notre enfant. Ce jaune, tu me le sors ou pas? Oui. Bah vas-y, j'attends moi. Eh ben comment tu fais? Voilà, bravo. Donne-le-moi. Merci. Tu me prends le rond jaune maintenant? Il est où le rond jaune? Regarde. Il est où le rond jaune là? Il y a des petits coups de blues quand on travaille avec des enfants handicapés. Je veux dire, c'est pas tous les jours évident. Quand il y a un truc où on était persuadé que c'était passé, un apprentissage qui était là, concrètement, on l'a vu sous nos yeux, c'était bon. Et 2 semaines après, on l'a perdu, on l'a plus. On garde toujours un peu d'espoir, je pense que c'est ce qui nous fait avancer. Et on se dit, si on n'a pas réussi forcément à faire progresser l'enfant de manière fulgurante, il y a plein d'autres apports qui ont été faits à côté, ne serait-ce que le fait de l'accueillir. Faut dire que c'est aussi ça notre travail. C'est pas que de transmettre des choses, c'est aussi de faire exister l'enfant, quoi. Un enfant handicapé très longtemps a été qu'un objet médical, il n'y avait que le souci médical. Alors on peut le comprendre évidemment quand il y a un risque de mortalité important, de mort, mais quand la vie est assurée, il n'y a pas de raison que l'enfant ne puisse pas vivre avec les autres, au contraire. Parce qu'il n'y a pas que la vie organique, il y a tout le reste de la vie sociale, la vie psychique, toute cette complexité de l'être humain qui est en question. Maintenant, il est à Gulliver. Les enfants autour de lui, il fait la même chose. Il les imite, si vous voulez. Il a envie de faire comme les autres. Quand ils étaient en train de faire des constructions, c'était pas évident pour lui, mais ça l'intéressait beaucoup en tout cas. Donc voilà, on a dit aux autres enfants, ça y est, Bessem, il trouve ça très joli, très intéressé par ce que vous faites, ce serait peut-être bien de lui montrer. Et puis finalement, il s'est trouvé vraiment les copains et copines adéquates.
Allez, debout, Abdessam, si tu veux mettre l'autre brique juste en haut. Allez, debout. Regarde ce que tu fais. Allez, appuie fort. Tu tapes. Mais là, oh my god. Ah, ça va casser. Les épreuves d'enfance, ça marque à vie. C'est les épreuves qui restent là. Jason, on s'est dit on va le mettre en crèche pour qu'il se développe. Hein. Comme tous les enfants, on l'a mis en crèche, mais ça s'est très mal passé. C'est pas rare, même dans le milieu spécialisé, qu'on dise bah, écoutez, on va le prendre une semaine ou deux en stage d'observation pour voir si on peut l'intégrer dans un groupe. C'est-à-dire que on va voir si ce sera possible parce qu'on en a déjà un. Alors déjà un enfant handicapé, on comprend ça. Donc on ne sait pas si on peut en reprendre un deuxième. Comme si le groupe, c'était pas une forme de dispositif qui justement pouvait par essence se modifier, changer parce que des événements ou des personnes nouvelles arrivaient. J'ai des témoignages de parents qui me disaient qu'ils avaient été à la crèche en bas de chez eux et à qui on a dit « Mais madame, je dois protéger mon équipe. Je vous présente mon enfant quand même. Enfin, c'est pas une bombe, c'est mon enfant. On parle d'un enfant. Enfin, je veux dire, et on parle de protection d'équipe. » Je sais que tu le regardes. Si, c'est vrai, c'est bien. Vas-y, tu le prends et tu le mets là, à côté. Et au début, on l'a mis, il pleurait beaucoup. On s'est dit, on va le laisser pleurer comme toutes les adaptations. On a une place, c'est dur d'avoir une place, mais on va le laisser et ça va se faire, quoi, avec le temps. Non, il était en régression. Et après, Je veux dire, avec ses problèmes de santé, quand il rentrait à la maison, il continuait à pleurer. celui-là, tu me l'as dit tout à l'heure. Avant la crèche, il se levait moins la nuit, il se levait plus la nuit, et criait et pleurait. Ouais. Il voulait pas manger, il était en conflit avec nous, il pleurait et criait. La directrice de la crèche nous a convoqués, nous a dit non, ça va pas aller. On peut pas garder Jason parce que il pleure beaucoup. C'est un enfant difficile. On nous a répondu comme ça. C'est un enfant difficile. Même avec le médecin de la crèche, hein, non. On peut pas. On n'arrive pas. Voilà. Et c'est là qu'on a enlevé de la crèche. Ils avaient l'habitude d'avoir des enfants qui n'ont pas de problème. Ils ont eu un enfant qui a un problème. Pour eux, c'est nouveau. C'est quelque part l'étranger qui arrive, qui fait un peu le désordre, quoi. Qui déstabilise un peu le système. Et on l'a pris comme ça. Et ça. On était furieux, mais très furieux, très en colère contre eux. On s'est dit, le monde nous s'écroule sur notre tête. Déjà, on attend les diagnostics, on ne sait pas ce qu'il a. On a plein de choses médicaux qui arrivent. La crèche qui dit, ça va pas la crèche, alors tout s'écroule. C'est aussi tout un tas de bons prétextes pour éviter de dire on a peur. Parce que si on commence par là, on peut commencer à travailler. Parce que la plupart du temps, quand on va faire des formations pour des personnels de crèche ou qui viennent ici, etc., ils nous disent mais on n'a pas de matériel spécialisé, mais il nous faut des personnes en plus, mais il nous faut... C'est toujours une question matérielle. Jamais il est question de qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants, de qu'est-ce qu'on fait ensemble en équipe. Il faut commencer à réfléchir autrement maintenant et penser dans le sens inverse.
Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faciliter l'intégration de l'enfant handicapé dans une structure? Ce qu'entendent les parents, c'est votre enfant est tellement différent des autres que c'est même pas un enfant qu'on peut accueillir. C'est ça qu'ils entendent. Et c'est épouvantable, bien sûr. C'est inadmissible, c'est inimaginable. Ils ont en fait engendré une créature monstrueuse, quoi, qui ne fait pas partie de la cité des hommes encore enfants. C'est très intéressant. La nourriture de Blanche, c'est passionnant. Blanche, tu sais ce que je vais faire? Je vais montrer à Elodie en même temps. Tiens, fais voir. Attends, on va enlever la serviette. Parce que ça m'aide pas. Donc en fait, tu vois, le petit truc noir là, il va avec celui-là. Donc tu le mets, t'as un truc qui clipse. Et après, tu fais un tour. Et après, tu fais un tour complet pour être sûr que ça ressorte pas. Merci Blanche, c'est bon. Hop, tu veux? Vas-y, pousse. Non? Bon, bah alors pousse pas. J'ai cru que tu voulais. Même si elle revient de loin, je pense que les autres enfants n'ont pas du tout conscience de ça. Et je pense que si on leur posait la question, il n'y en a pas un qui dirait de Blanche qu'elle est fragile. Blanche, c'est un bulldozer. Elle rentre dans les autres, elle rentre dans les situations. Quand elle tombe, elle pleure pas. Elle crie quand elle est en colère, elle crie quand elle est contente. Mais je pense pas que les enfants la voient comme une enfant fragile. Alors ils ont tous demandé ce qu'il y avait avec ces tubes, pourquoi elle était nourrie comme ça, ce qu'on a expliqué aux enfants. Mais ils voient pas ça comme une fragilité. Bon, bah elle mange autrement. Quoi? Tu veux que je te tape sur les genoux, moi aussi? Tiens, regarde, attends. Chacun son tour. Trop marrant, quoi? Est-ce que c'est trop marrant ou est-ce que c'est un petit peu agaçant? Qu'est-ce que t'en penses? Attends. Je crois que je vais me fatiguer avant toi, en fait. Bon. T'as gagné. Non, globalement, ils sont pas très inquiets, les enfants. Ce qui va les inquiéter, c'est si on est inquiet, en fait. En gros, si nous, on a peur, ils ont peur. Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas les représentations qu'on a. Ils n'ont pas, comment dire... c'est l'idée de la mort, quoi. C'est-à-dire que nous, ce qui nous fait peur, c'est ça. Ils voient très très bien les différences. Ça, il n'y a aucun doute. Ils mettent des mots dessus, ils posent des questions, etc. Mais par contre, ils disent pas c'est pas bien, ou c'est nul, ou ça marche pas, ou... Non. Très longtemps, ça tient comme une norme. C'est-à-dire que quand ils vont à l'école, il y a plusieurs parents qui ont témoigné que leurs enfants demandaient à la maîtresse où sont les enfants handicapés. Et ils emploient le terme handicapé parce qu'ils savent très bien que pas marcher, pas voir, c'est quand même très difficile. Mais être ensemble, c'est la normalité. Ce n'est pas plus difficile qu'autre chose pour eux. À cet âge-là, il n'y a pas cette notion de différence comme nous on a en tant qu'adultes parce que c'est la société qui nous a forgés comme ça. C'est un enfant. Bon, il n'est pas tout à fait comme lui parce que soit il parle pas, soit il marche pas comme lui. Mais ça reste assez sommaire leur façon de voir le handicap. C'est assez drôle d'ailleurs. L'autre jour, c'était Raphaël qui me dit... il me parlait de Noé qui a 5 ans. Et il s'est rendu compte que Noé était le frère jumeau de Sacha. Ils ont le même âge. Et il me dit, mais Noé, il a 5 ans? Je fais, bah tu sais, c'est le frère jumeau de Sacha. Ça veut dire qu'ils sont nés le même jour. Ah bon? Il me fait, mais pourquoi il est chez les petits alors que Sacha est chez les moyens? Et bah je lui dis, je sais pas, à ton avis, pourquoi il est chez les petits? Bah je sais pas. Je dis, bah parce que chez les moyens, ce serait trop compliqué pour lui, il peut pas suivre. Ah bon? Voilà. Mais en aucun cas, il s'est dit, bah Noé, il est handicapé. Non, Noé parle, Noé joue, Noé il marche tranquillement, il a son caractère lui aussi, et voilà, pour lui, il était pas handicapé. T'as fait n'importe quoi. C'est moi la banane. Qu'est-ce qu'on fait n'importe quoi? Solène, qu'est-ce qu'on chante? Pas avec la langue. Pas avec la langue, c'est trop jeu. Des bisous sur la joue. Ah non, c'est sale, ça va. Il y a pas de microbe qui s'échange après. Noé, si vous voulez faire un bisou, faites un bisou sur la joue. Sur la joue. Et si on est d'accord, uniquement. Un bisou dans la soupe. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu fais, Solène là? Je crois que tu lui as demandé si elle était d'accord, Flore, à Noé. Noé à Flore. Elle est pas d'accord. D'accord. Faut que tu lui demandes. Est-ce que tu veux bien que je te fasse un bisou, Flore? Demande-lui. Elle a pas l'air de vouloir. Hein. Tu veux pas, Flore? Non. Essaye avec une autre personne, je sais pas. Ouais, t'es en manque de bisous. T'es en manque de bisous, c'est ça? Oui. Les questions qu'ils peuvent poser sont des questions de la réalité, c'est-à-dire tel enfant a des lunettes, par exemple, pourquoi il a des lunettes, tel enfant se comporte comme ça, pourquoi, ou un enfant autiste qui se cogne la tête contre le mur, ils vont nous poser la question pourquoi. Et donc nous, on leur répond, on leur dit la vérité. Un enfant autiste qui se cogne la tête et est incapable de montrer sa colère autrement. Alors que toi, tu peux parler, tu peux dire, tu peux crier, tu peux hurler. Ils savent faire la part des choses. Parce que l'adulte auto fait la part des choses. Hein. C'est pas inné, hein, ça. C'est parce que l'adulte porte en lui cette part des choses. Il va gronder celui qui se met debout sur la table pour faire le malin. Il va agir autrement avec l'enfant psychotique qui se met sur la table, ou autiste. Et les enfants sentent ça. Le regard, la pensée, la réflexion, le psychisme sont tout autres. Donc, l'enfant suit. Et c'est ça qui le rassure, qui lui permet d'avancer, de comprendre les autres. C'est là où ses parents ont raison. C'est-à-dire qu'il se fait effectivement une opinion de l'autre qui est très variée, qui est très diversifiée. Il y a une intelligence de la vie qui se construit là. Pour tout enfant, pour tout parent. Et pour tout professionnel, évidemment. Vas-y, pose ton rouleau dessus. Alors, tu peux appuyer avec tes doigts. Voilà. Déjà, tu l'étales un peu. Ouais. Encore. Vas-y. Oui. Encore, vas-y. Ouais. Et puis après, tu peux prendre ton rouleau si tu veux. Et puis, tu prends le rouleau. Voilà. Tu le poses dessus. C'est pas grave s'il y a un petit peu de pâte à modeler orange. C'est mieux avec les doigts? Oui. La différence de Mado, je la vois même pas. C'est ma Mado, je l'adore comme elle est. Elle est, pour moi, elle est parfaite. Ce qui est un fardeau, c'est l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie qui est extrêmement dure. Je la déteste. Je suis obligée de faire avec. Je parle toujours des dieux d'épilepsie. Pour moi, c'est des gens qui interviennent quand ils ont envie, qui me tapent dessus quand ils ont envie. Et surtout, c'est des gens vraiment extrêmement méchants. Ils viennent par derrière. C'est-à-dire, on n'a jamais le droit d'être content. On n'a jamais le droit de se dire, bon, l'épilepsie, elle s'est un peu stabilisée. Non. Tu veux venir faire un câlin? Venir faire un câlin? C'est mieux. Puis on va quand même aller se mettre avec les autres, parce que moi j'ai besoin d'être avec les autres aussi. Papa, il est trop gentil parce que hier, il m'a emmené au McDo. On va nettoyer. Moi, je voulais balayer. Tu balayes? Mais tu peux, hein? Tu veux? Ça te plaît? Ok. Sous la table. L'autre, ça va à peu près. Eh ben, écoute, pour le moment, c'est Louise qui balaye. Par contre, tu peux aller chercher la boîte des ustensiles et comme ça, on range les ustensiles ensemble. Ça, je veux bien, ça m'aide. C'est vrai que c'est des enfants qui sont relativement autonomes. Qui sont sur le mode, on prend des responsabilités, c'est notre espace. Les grands s'occupent bien des petits. Et des enfants qui ont des difficultés X ou Y, mais vont essayer d'aider sur la difficulté en question. Avec nous aussi. Avec les adultes, ils sont soutenants. Ils nous proposent de faire des choses pour nous, de nous aider tout le temps. Chez moi. Tu me rappelles la température tout à l'heure? Hein? Au revoir. Ça va? C'est bon là? Fatigué du coup. Faut fatiguer du coup.
En général, on ne meurt pas d'une crise épileptique, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à quelqu'un qui est vraiment dans une situation de danger de mort. Que ma fille non épileptique voit ma fille épileptique faire une crise, je suis désolée. C'est peut-être pas la meilleure chose qu'elle puisse voir dans sa vie, mais ça fait partie de la vie. Je suis convaincue que si on lui explique qu'est-ce que c'est cette maladie, pourquoi cet enfant est devenu tout raide, pourquoi il a secoué, pourquoi il est même devenu bleu, il le comprendra très bien. Il va en tirer un certain bénéfice, une certaine compréhension du monde. La sœur de Mado, elle a compris certaines choses avec la maladie de sa sœur. Elle a une sensibilité différente des autres enfants. Et je pense que les enfants qui viennent ici, qui ont vu Mado, je pense aussi que eux, ils ont cette sensibilité différente. Et la sensibilité dans la vie, c'est quand même quelque chose qu'on souhaite. Il faut, dans une vie, il faut être généreux et il faut être sensible. Que je t'explique quelque chose. Si tu pleures comme ça, tu peux pas m'écouter. Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ? Ne se fâche pas. Simplement, tu peux pas pousser les enfants. Aucun. Jamais. Pour aucune raison, d'accord ? Ça, c'est interdit. Mais là, en plus, Mado, tu sais très bien que quand elle a peur, ça la met dans un état un petit peu particulier, d'accord ? Donc, faut faire attention à Mado. Tu sais très bien qu'elle fait les choses moins vite et moins fort que toi, d'accord ? Donc, t'es mignonne, tu pousses aucun enfant, mais tu fais attention aux enfants qui peuvent faire les choses. Regarde-moi quand je te parle. D'accord ? Tu demandes à Mathilde si tu as le droit de retourner jouer. Vas-y. Va demander à Mathilde. Retourner jouer, moi. Oui, tu peux. Pardon, madame. Anouk, dans les bacs à sable, je pouvais plus l'emmener tellement les regards étaient insupportables. Les regards et puis surtout une forme de méfiance, comme si l'enfant handicapé, que ce soit moteur ou cérébral, allait transmettre sa maladie à un autre enfant. Des fois, c'est très violent quand même. Il y a aussi peur de la contagion quelque part. Alors, passablement inconsciemment quand même. On sait bien que c'est pas contagieux, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et si mon enfant, il devenait comme ça. Et c'est vrai que après, ça, c'est nous et notre accueil. C'est comment on parle des choses, comment effectivement, si à un moment donné, il y a un enfant qui se met à imiter un enfant handicapé en particulier, c'est à nous d'en dire quelque chose là. C'est à nous de détendre le parent, de parler effectivement d'une période où les enfants ils s'imitent les uns les autres et que ça c'est pas très original. Quand ils vont imiter un enfant handicapé, ils vont l'imiter un tout petit peu. Alors parfois c'est pour l'imiter parce que c'est le jeu qui veut ça. Parfois aussi ça les aide peut-être à comprendre les sentiments que cet enfant handicapé a. Ils vont imiter un enfant qui boite, ils vont aussi avoir les ressentis, et ça les aide peut-être à comprendre aussi son comportement. Mais même entre parents d'enfants handicapés, on se dit « Ah non, ma fille ou mon garçon imite trop ton garçon ou ton enfant, faut qu'il passe à autre chose. » Je me souviens très bien qu'Anouk, alors que ça avait bien marché, un jour était rentrée de l'école et pendant une semaine à la maison, elle ne marchait que sur les genoux. Alors au départ, on s'inquiète, on se dit il y a un problème, ça y est, elle peut plus marcher. On pensait vraiment qu'il y avait un problème neuro chez elle qui s'était déclaré. Au bout de 10 jours, terminé, elle s'est remise sur ses deux pieds, puis elle a repris le cours normal de ses déplacements. Et puis j'en ai parlé un jour avec les filles de l'équipe.
Et elles m'ont dit, mais non, mais elle a dû essayer de faire comme Théo. Parce qu'à l'époque, il y avait un petit garçon qui est plus là, qui s'appelle Théo, et qui se déplaçait que sur les genoux avec un petit tabouret à roulettes. Anouk, elle a essayé de voir comment Théo se déplaçait, elle a essayé de comprendre son mode de fonctionnement. Mais une fois qu'elle a fait le tour, elle est passée à autre chose. Mais est-ce que j'aurais été capable, avant d'avoir eu Anouk, d'avoir ce regard, je sais pas. Est-ce que j'aurais pas été, comme tous les parents d'enfants sans handicap, méfiants, je sais pas. Souvent, on nous demande, mais qu'est-ce qui motive les parents d'enfants sans handicap à mettre leurs enfants avec des enfants handicapés On ne met pas son enfant dans un lieu si on pense que ça ne va pas être bon pour lui. Si on a l'idée que les enfants handicapés vont être dangereux ou que c'est contagieux, les parents ne mettraient pas leur enfant de toute façon. Dans l'éducation de leur enfant, ils veulent intégrer la capacité des enfants à s'adapter à tout le monde, de leur enfant à s'adapter à tout le monde, à une meilleure compréhension des autres. Les parents qui nous confient ces enfants ont quelque part quelque chose qu'ont tous parents, à mon avis, quand ils mettent au monde un enfant, de ne pas forcément avoir engendré un enfant comme les autres. Je crois que c'est une donnée commune. C'est cette crainte, cette angoisse qui est fondamentale chez tout le monde, qui fait qu'on est tenté quand même de le mettre dans un lieu où le regard peut s'apercevoir de quelque chose qui pourrait ne pas aller ou aller moins bien et qui serait, entre guillemets, réajusté, voire réparé par ce système d'accueil de tous. Est-ce que, en tant que parent normal, on a envie que son enfant ait une petite copine qui soit handicapée, honnêtement? Est-ce qu'on a envie de ça pour son enfant? Eh bien, pas forcément. Et je le dis le plus sincèrement possible, ça pourrait embêter des parents. Alors même si on dit « Oh, mais aujourd'hui, on a dépassé le stade », j'espère, mais j'en suis pas convaincue. Et puis, je le sais pas, puisque je vais apprendre là aussi. Alors on me dit « Bah oui, ça sera des imbéciles ». Bon, ça sera peut-être des imbéciles, mais je peux tout à fait le concevoir. Je l'espère pas pour ma fille, parce que ça lui fera du mal. Mais je peux tout à fait le concevoir. Elle a ses copains, Sarah, je pense qu'elle joue beaucoup, elle aime beaucoup Hector. Alors c'est son grand copain. Je pense que le lien qui s'est fait, c'est par le regard. Parce que Sarah a un regard quand même assez perçant. Puisqu'elle ne peut pas bouger, il fallait bien qu'elle compense par quelque chose. Qu'elle trouve quand même d'autres façons de s'exprimer. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a capté beaucoup d'enfants, que les enfants viennent vers elle. D'accord, tu lâches pas. Blanche, si tu lâches, tu vas tomber. Tu lâches pas. Tiens correctement. Très bien. Sa première petite copine qu'elle a eue ici, eh bien ça a été Blanche. Parce que Blanche, je pense qu'elle doit avoir une pathologie. Et peut-être Sarah a dû se dire, Blanche, elle est peut-être pas tout à fait comme les autres, elle est un peu comme moi, donc peut-être que ça l'a rassurée. Il y a des choses qu'avec un fauteuil, on ne s'imagine pas. Je vais à la boulangerie, j'avais pas capté que la marche, elle était trop haute, donc Sarah, elle pouvait pas monter dans la boulangerie. Donc je l'ai laissée dehors. Et puis j'étais pas fière de la laisser dehors pour prendre du pain. C'est des parents qui doivent quand même, quand ils achètent parfois des vêtements à leurs enfants, ne peuvent pas leur essayer les vêtements parce que soit l'enfant, il est intenable, soit c'est des enfants que tu peux pas toucher. Si c'est des enfants autistes, c'est quand même pas évident de les déshabiller, de les rhabiller. Chez le coiffeur, c'est un enfant qui ne peut pas rester assis sur un fauteuil, il faut le maintenir. Chez les dentistes, les enfants autistes, ils ont quand même une anesthésie générale pour que le dentiste puisse intervenir. Donc il ne faut pas oublier tout ça. Donc ils vivent quand même, qu'on le veuille ou pas, à l'écart. Oui, l'isolement des parents d'enfants handicapés, c'est le problème principal pour les gens qu'on rencontre pour les premières fois. C'est que c'est effectivement des gens qui sont tout seuls, que s'ils avaient des amis avant, en général, ils n'en ont plus. Même des amis qui ont des enfants parce qu'ils ont des enfants normaux. Enfin, c'est vrai que socialement, avoir un enfant handicapé, c'est hyper lourd aussi pour les parents. C'est pas seulement la douleur d'avoir un enfant pas comme les autres, etc. C'est que ça change radicalement la vie.
Je me suis improvisée infirmière pendant plusieurs années. La première année et demie, j'ai dormi à ses pieds toutes les nuits pour pouvoir jouer avec les appareils. J'ai appris des gestes médicaux pour éviter de devoir l'emmener à l'hôpital en permanence et pour canaliser les microbes. Donc effectivement, là, j'ai complètement mis de côté ma vie professionnelle en me disant, cette petite fille, elle a démontré qu'elle voulait vivre. Nous, on a envie qu'elle soit avec nous parce qu'on est tous excessivement attachés à cette petite fille. Donc, je veux en faire mon quotidien. Voilà, je n'imaginais pas autre chose, en fait. Dans notre organisation sociale, quand un enfant handicapé arrive, le réflexe de la maman, c'est de se sacrifier quand même pour son enfant. Il y a une telle culpabilité qu'effectivement, il y a un besoin de faire tout pour son enfant, et ça c'est naturel, de faire tout pour son enfant. Donc on sacrifie sa carrière, éventuellement, on va garder l'enfant. Et le père, lui, il va travailler pour gagner de l'argent, assurer le bien-être matériel de sa famille. Je lui donne les soins quotidiens. Je l'oxygène tous les jours, tous les soirs. Je suis 25 heures sur 24, s'il le faut, auprès de Sarah, oui. J'ai passé mes nuits auprès de Sarah, puisque même les nuits sont difficiles parfois, puisque Sarah veut des fois se retourner et qu'elle ne peut pas. Donc comment faire ? On appelle maman. Et puis maman, elle est tout de suite là. Quand une maman est contrainte de s'occuper de son enfant, parfois même de lui permettre de survivre, il y a quelque chose qui se produit, qui est très humain, qui est nécessaire, c'est qu'il y a des bénéfices secondaires. Alors ce qu'on appelle bénéfices secondaires, ça ne veut pas dire qu'ils sont très heureux de faire ça, mais il y a quelque chose qui, psychiquement, permet à la mère de se gratifier. Effectivement, le fait de se dire je suis la personne qui va faire survivre mon enfant, il y a quelque chose de puissant et de gratifiant, et c'est nécessaire pour pouvoir vivre cette situation le moins mal possible. Et en même temps, c'est très complexe, la relation avec un enfant qui risque de mourir ou qui risque d'être très très lourdement handicapé. Il y a forcément des ambivalences de sentiments. C'est-à-dire en même temps une lutte acharnée, un amour absolu pour que son enfant vive, et en même temps, très certainement, de façon clivée, s'il n'était pas né, j'aurais pas à souffrir tout ça moi-même, et lui non plus. Au 9e mois, j'avais une dernière échographie à faire, donc ils ont vu qu'il y avait des mesures au niveau de la tête, les longueurs des bras qui étaient différentes des autres enfants. Donc on a fait une amyosynthèse pour savoir si c'était pas lié, s'il n'y avait pas un handicap. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait une trisomie 21. Le médecin nous avait dit, voilà, vous avez un enfant qui a une trisomie 21, qui ne saura pas parler, qui ne saura pas marcher. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un avortement. Donc c'est comme ça qu'il me l'a annoncé. J'étais très mal, donc c'est vrai que j'ai pleuré toute la nuit. Donc les contractions ont commencé et on m'a pris en urgence directement. Dès que j'ai appris l'handicap, le lendemain, j'ai eu un choc, donc j'ai accouché. Donc tout a été très vite. Ouais. Mais quand un enfant naît avec une grosse pathologie, que le médecin dit on va le réanimer, mais on n'est pas sûr qu'il vive, mais s'il vit, ça sera très difficile, il aura un gros handicap, je pense que survient en même temps des tas de choses. C'est je voudrais absolument qu'il vive, faites tout docteur, c'est pourvu que ça s'arrête, qu'est-ce qu'il va être, comment il va vivre, est-ce qu'il va souffrir, moi je veux pas qu'il souffre. C'est-à-dire que toutes les questions sont raccourcies alors que c'était pas prévu, quoi. Ça vient comme des bombes. Même il aura pas de vie familiale, il aura pas de vie sexuelle, tout ça vient. Il va pas se marier. Quand on va plus être là, qui c'est qui va s'en occuper Comment on va lui laisser vivre sa vie d'adulte avec la différence qu'elle porte. Comment nous on va arriver à continuer à tenir
au long cours sans vraiment passer trop vite le relais au grand frère et à la grande sœur? Est-ce qu'on va oser passer le relais au grand frère et à la grande sœur? Etc., etc. Toutes ces questions-là, on sait qu'on va devoir se les poser, mais on les occulte un petit peu pour le moment. Mais c'est vrai qu'elles nous reviennent en plein boomerang dans la figure quand dans la rue on voit un adulte handicapé avec ses parents qui sont vieillissants, qui ont tous les deux 70 ans, et on se dit bon ben voilà, ça va être notre cas. On sait qu'on sera toujours 3 et qu'on ne sera pas 2. Blanche, dis donc, viens par ici, toi. Qu'est-ce que tu fais comme blague? On a eu la chance, entre guillemets, moi je le reconstruis en chance, de rester 5 mois à l'hôpital. Ces 5 mois, ça nous a permis d'accepter que Blanche ne serait pas une enfant classique, d'accepter de vivre à l'heure ou au jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à mélanger les deux, c'est-à-dire à me dire ok, il faut que je me projette. Donc là, c'est vrai que je commence déjà à réfléchir à l'après Ali Baba, parce qu'après 7 ans, il n'y aura plus Ali Baba pour Blanche, à mon grand désespoir, mais c'est comme ça. Mais je ne me précipite pas et je ne me prends pas la tête en me disant je ne vais jamais arriver à trouver quelque chose pour l'après Ali Baba. C'est-à-dire que j'arrive maintenant à gérer les deux trucs, c'est-à-dire à me poser des échéances, mais à profiter de ce qui se passe maintenant. Vous n'éloignez pas de moi, d'accord? Hein, les enfants, vous n'éloignez pas de moi. Non, mais pas la bouche, c'est dégoûtant là. Il est terminé? Vera, je range? Oui, c'est ça. Vera, est-ce que je range ton dessin? Il est terminé? Ils peuvent pas partir. Vera, je te parle. Oui. L'autorité, quand même, c'est quelque chose d'important pour un enfant. Ça le rassure et ça lui dessine un cadre dans lequel il doit quand même vivre et être à l'aise. L'autorité est là pour les rassurer. Les parents, les enfants handicapés sont tellement pris dans la souffrance, l'autorité n'est pas prioritaire pour eux. T'as eu maman au téléphone? Oui, maman dit alors tu t'aimes. Ah, t'as dit ça? Oui. Ah oui, maman elle t'a dit qu'elle t'aimait aussi, elle t'a fait des bisous? Oui, j'ai dit. T'as fait plein de bisous à maman? Oui, tu t'aimes. Depuis que j'ai appris son handicap, c'était difficile pour moi. Donc j'ai du mal à être un peu méchante avec elle. À être un peu sévère quand elle fait des bêtises. C'est vrai que c'est difficile pour moi de jouer la mère méchante, quoi. Vu que c'est génétique, elle se dit c'est de ma faute si elle est comme ça, donc je peux pas en plus la frustrer sur des choses qui franchement au quotidien c'est pas très important. Bah si, justement, c'est ces petites choses au quotidien qui sont très importantes pour structurer sa fille et pour qu'elle arrive aussi à avoir un peu de répit dans ses soirées et ses week-ends. Parce que c'est quand même... elle est super agréable, Cathy, mais c'est quand même une enfant qui a du caractère et qui se laisse pas faire et qui demande beaucoup d'énergie. Hein. Elle va nous pousser très très loin, elle sait qu'elle va se faire gronder ou qu'elle va être punie à la fin. Mais c'est peut-être sa manière d'exister aussi, de dire j'ai ma place, j'existe comme ça. Alors nous, on essaie de contourner, de lui dire y a d'autres moyens de montrer que t'es là, et même si je m'occupe pas en permanence de toi, je sais que t'es là, je t'entends, je suis là si t'as besoin, si t'as un réel besoin, mais t'as pas besoin non plus de venir me voir toutes les 2 minutes, quoi. Tu veux pas travailler du tout? Elle a décidé qu'elle ferait rien, cette demoiselle. Des choses que tu sais faire en plus. Tu connais les lettres de ton prénom. Alors on recommence. Tu vas finir par l'écrire. Après tu vas le coller dans ton cahier. Tu veux lequel? Alors enlève le petit papier derrière. Tu l'enlèves le
petit papier. Et toi, alors? Allez, tu la mets sur ta feuille maintenant, ça suffit. Allez, vas-y. Tu la colles sur ta feuille. Sur ta feuille. Je vais me mettre en colère, Cathy. C'est pas ça que je te demandais de faire. Je veux que tu mettes la gommette sur la feuille. C'est là. Est-ce que c'est là que ça se met la gommette? Oui? Bon, alors on va laisser là celle-là si tu veux. Maintenant celle-là tu vas la mettre sur la feuille. Tu fais ta rigolote là, hein? Complètement. Allez, tu la colles. Je vais me mettre en colère là, très fort. C'est le temps du travail, c'est pas le temps de jouer. C'est une petite fille qui a quand même conscience de sa différence, de ses limites. Et c'était peut-être un moyen un peu de défense aussi, de faire genre je comprends rien, je fais n'importe quoi, je vais crescendo dans les bêtises et dans la provocation. De voir, bah non, on va me ramener comme les autres quand ils font n'importe quoi, j'aurai la même réponse finalement. Et c'est quand même assez rassurant, je pense, pour elle. Pourquoi ça se fait assez facilement? Parce qu'on se passe le relais de façon spontanée. Et moi, à ce moment-là, je peux pas. Je suis en difficulté, donc je vais dire à ma collègue, est-ce que toi, tu peux prendre le relais? Et de dire à l'enfant aussi, moi, je comprends pas ce que tu veux. J'arrive pas à gérer ton angoisse ou ta difficulté. Peut-être qu'on peut demander à telle collègue si elle est d'accord pour s'occuper de toi. C'est pas que je t'abandonne, c'est juste que je suis pas capable de te répondre à ce moment-là. Tu veux le décoller? Super. Et tu le colles bien, hein? Oui. Et là, regarde, ça rebite là. Oh. Tu finis. Ouais, c'est fini, mais bon, c'est compliqué, hein? C'est sûr que si on a cette conviction que l'enfant, s'il est accueilli, qu'on essaye de le comprendre, qu'on essaye de mettre du sens à l'aide de ses parents et aussi avec le témoignage des équipes de soins et des parents en collaboration, ce chemin se fait et on s'aperçoit que à court terme, finalement, l'enfant s'apaise. Mais il faut rien lâcher, quoi. Il faut pas se décourager. Et ça, c'est vraiment un travail d'équipe. On se décourage tout seul, on se décourage pas ensemble. Il y a un petit garçon qui était ici l'année dernière et qui a dit à une stagiaire j'en ai marre de ses jambes, il faut qu'on me les coupe et qu'on me greffe des roues. Ça peut paraître horrible, certes. Mais là, c'est un petit garçon qui, justement, a fait le deuil de ses jambes. Je ne pourrai jamais marcher. Maintenant, ça suffit. J'en ai marre de ses jambes. Et là, il est en train de nous dire, bon, maintenant, il faut passer au siège roulant. Parce que pour les parents, le fait d'acheter le fauteuil, c'est un marqueur du handicap de l'enfant. Et que pour l'enfant, là, ça devenait insupportable. Le fait d'avoir un lieu d'accueil comme celui-là, où l'enfant va entendre et comprendre qu'il peut tout dire, même des choses qui choquent, même des choses qui peuvent paraître horribles, ça va lui permettre de pouvoir lâcher des choses qu'il ne pourrait pas dire à la maison. Des choses qu'il vit de manière extrêmement violente et qu'il va pouvoir déposer ici. Nakela Fabiano, au jeje binye, bono bono bo, au jeje binye, bono bono bo, chou chou bavi, chou chou bavi. Souvent, pour la première fois ici, c'est un endroit où on indique aux parents que leur enfant il est aimable par d'autres qu'eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les seuls à porter leur gamin. C'est des enfants qu'on attrape le matin quand ils arrivent, à qui on fait des câlins, des bisous. Et ça, notamment, je pense au papa de Sophia. La première fois qu'il nous a vu embrasser Sophia, il avait les larmes dans les yeux. C'est la première fois parce que même s'il venait d'une collectivité, la norme en rigueur veut qu'on n'embrasse pas les enfants qui ne sont pas les nôtres, etc. etc. Bon, bah nous, on les embrasse. Appuie fort. Non, Sophia, assis-toi. Tu veux de lait, Sophia? Avec de l'aide. Hop là. Tu veux le couper en petits morceaux? Oui, comme ça. C'est pas mal, Sophia. Tu veux le mettre comme ça? Un gros morceau? Oui.
veux le manger? Oh, c'est gentil de lui faire un bisou. Bonjour. Et toi, tu dis rien du tout. On va peut-être lui arranger un peu. Tristan, tu lui dis rien du tout? T'es d'accord quand même ou pas? Oui, ça va? Oui? Donc, la structure, la famille et l'enfant, c'est quand même un cercle. Et c'est l'enfant qui est au milieu de tout ça. Donc on ne peut pas travailler avec un enfant si on l'accueille pas bien, si on n'accueille pas bien ses parents, si on ne les met pas en confiance non plus. Et c'est à nous, professionnels, d'essayer d'apaiser et de rendre confiance aux parents pour qu'on fasse vraiment bien le travail avec leurs enfants. Donc cette sérénité et ce sentiment d'apaisement, tant que les parents ne l'ont pas, l'enfant ne peut pas être à l'aise. J'avais peur qu'on me dise, bon, on ne peut plus la prendre en charge, on ne sait pas quoi faire avec elle, à chaque fois qu'on l'amène dans la cour, elle nous fait une crise, il faut peut-être trouver autre chose, il faut trouver une institution médicalisée. J'avais peur de ça et j'ai vu Joël dans l'entrée, j'avais pleuré, mes nerfs avaient lâché, ça m'arrive pas souvent. Et elle m'avait dit, mais non, même si Mado fait une crise tous les jours, elle peut venir ici tous les jours. Les codes dans le monde de la petite enfance, c'est quand même beaucoup. D'un côté, les éducateurs d'enfants, et de l'autre côté, des parents qui seraient jugeants de ce que font les éducateurs qui s'occupent de leur enfant. Évidemment, ça, il faut absolument casser cette ambiance délétère pour les enfants. Moi, je préfère dire, on est des adultes, tous, qui ont une responsabilité à l'égard des enfants. Ce qui me touche le plus, moi, en ce moment, c'est ça. C'est le regard des autres. Et c'est surtout que cette petite fille, quand elle me dit les bras, elle lève le matin sa tête, elle veut y arriver. Plusieurs fois, elle essaye. La tête, elle repart en arrière et elle me regarde d'un air de dire j'y arrive pas. Ça fait mal. Tout en gardant cet espoir que j'ai au fond de moi, parce que je peux pas. Je le sais, je l'entends, mais je peux pas me dire qu'un jour ma fille ne marchera pas, même si on me l'a dit. Il y a un moment où on laisse son enfant, on confie son enfant, on se dit, mais moi je sais, est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont pas comprendre. C'est quelque chose de parental absolument commun à tous. Quand on laisse son enfant, quel qu'il soit, on a cette inquiétude-là. Mon enfant, il n'y a que moi qui ai le mode d'emploi. La séparation, quand c'est des enfants qui sont restés au quotidien pendant plusieurs années ou plusieurs mois avec leur maman, elle se fait pas toujours facilement d'un côté et de l'autre. Pouvoir dire à l'enfant, bah ta maman, c'est aussi une femme, c'est aussi la femme de ton papa, si c'est le cas en l'occurrence. Elle peut aussi éventuellement être amenée à retravailler, elle a le droit d'exister en tant que personne et pas juste en tant que ta maman. Et ça, on l'explique aux enfants. Et là, elle va te laisser parce qu'elle a le droit, si elle veut, d'aller faire des courses ou d'aller faire ce qu'elle veut. Et pour autant, elle va pas t'oublier, elle continue à penser à toi. Et de dire à la maman de la déculpabiliser, de pas la culpabiliser, de lui dire vous n'êtes pas en train de l'abandonner. Les autres enfants sont là, pourquoi il y serait pas aussi? Vous n'allez pas le garder à la maison, c'est important pour lui et c'est important pour vous aussi. Il faut que la maman aussi se développe, qu'elle sort aussi de sa coquille, qu'elle dit que son enfant il est capable maintenant, il faut le laisser, qu'il avance, parce que il faut qu'elle soit là, de loin pour le surveiller, mais c'est pas pour l'étouffer, elle est là, elle est tout le temps autour de lui pour l'étouffer, elle est loin, elle le surveille. Comme ça, lui, il va se développer et hop, il va s'envoler après. On autorise aussi les parents en disant « mais vous avez le droit de ne plus en pouvoir. Vous avez le droit de dire que c'est difficile. » C'est un combat tous les jours. C'est tous les jours, il faut que votre fille, elle soit bien, il faut pas qu'elle attrape un rhume, il faut pas qu'elle tombe malade. C'est une force en nous. Je sais même pas si on peut l'exprimer tellement c'est fort. C'est on se bat. On se bat pour avoir le meilleur de la vie. Sarah. Tu me parles? Sarah. Sarah. Ça va?
C'est passé? Emma. Ça y est? Emma, tu me débarrasseras ce qui reste sur la table, s'il te plaît? Ça va? C'est passé? Ça y est ou non? Un plus. Ça va mieux? Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on fait tout pour nos enfants et puis c'est de se dire ils sont merveilleux. Et on y arrivera, et on se battra pour qu'ils aient une vie comme tout autre enfant. Ça fait chaud. Ouh, ça rafraîchit. Et même tu peux lire ça. Ça y est? C'est passé. Beaucoup nous disent, en fait, ça, on ne voit pas. Même des visiteurs disent on ne voit pas, mais ce qu'ils ne voient pas, bien sûr qu'ils voient, parce que si on leur demande qui est handicapé, ils nous les nomment. À tous les coups, ils nous les nommeront. J'ai fait l'expérience avec des professionnels qui venaient en visite. Ils disent on ne les voit pas et ils vous nomment tous les enfants qui ont un handicap. Mais ce qui les étonne et les surprend, c'est pas qu'ils ne les voient pas. C'est que tout d'un coup, dans ce contexte-là, ils ne ressentent pas l'angoisse qu'ils avaient pensé ressentir en les voyant. Ils ne ressentent plus ni peur ni angoisse. Alors qu'ils avaient subodoré qu'en venant chez nous, ils allaient être choqués, malmenés par la vision du handicap. Or, ils découvrent que non, et c'est ça qui les surprend. C'est pas qu'ils voient pas le handicap, c'est qu'ils sont surpris par eux-mêmes.